Bonjour tout le monde, bienvenue à la webconférence Le programme de premier cycle en communication publique. Je me présente, Mélanie Boutin, responsable d'information et de promotion sur les études pour la Faculté des lettres et des sciences humaines. Je souhaite tout d'abord la bienvenue à cette webconférence et je vous remercie de votre intérêt envers nos programmes. La séance d'information durera environ 25 minutes. Durant celle-ci, vous pouvez en tout temps poser vos questions en utilisant l'outil questions-réponses en bas de l'écran, mais sachez qu'à la fin, il y aura une période de questions durant laquelle vous pourrez poser vos questions à voix haute. À ce moment-ci, en levant la main, on pourra débloquer votre micro. Mais vous pourrez aussi continuer à écrire vos questions. À ce moment-ci, je les lirai pour vous avec plaisir. La séance d'information sera également enregistrée. Nous vous enverrons le lien pour la rediffusion à la suite de la présentation. Sans plus tarder, je vous présente M. Thierry Watson, directeur des programmes de premier cycle en communication publique, qui vous fera cette présentation. Bonne écoute et bonne présentation, M. Watson. Merci Mélanie et bonjour à toutes et à tous. On m'a demandé de vous présenter les programmes de communication publique premier cycle. Je vous parlerai surtout du baccalauréat. Je suis directeur de ces programmes depuis peu de temps, depuis le 1er septembre de cette année. Pour me présenter en deux mots, j'étais journaliste en France dans les années 80, il y a longtemps. Je suis au Québec depuis maintenant 22 ans. Et à l'Université Laval, je suis professeur et chercheur et je m'intéresse, parmi les questions qui m'intéressent régulièrement, les questions d'écriture, l'évolution de la communication et des métiers de la communication, on en reparlera. Je m'intéresse à l'intelligence artificielle, aux algorithmes. Et puis, d'un point de vue géographique, j'ai de la chance, je m'intéresse aux États-Unis et à la politique américaine et on peut dire que de ce point de vue-là, disons que nous sommes gâtés en ce moment. J'aimerais commencer par quelques généralités et vous dire que la communication, vous le savez aussi bien que moi, est aujourd'hui plus que jamais au cœur de notre vie. D'abord parce que tout le monde communique, on communique avec sa famille, avec ses amis proches, ses amis plus lointains, on communique avec ses relations professionnelles, on communique avec ses collègues étudiants, etc. Deuxièmement, tout le monde aujourd'hui consomme des messages, que ce soit à travers la presse, les journaux, les magazines, les stations de radio, les stations de télévision, Internet, le web, etc. Tout le monde consomme. Et puis, de plus en plus, aujourd'hui, on peut quasiment dire que tout le monde produit des messages à travers les médias sociaux, à travers les blogs. La plupart d'entre vous, si je prends l'exemple de Facebook, vous envoyez régulièrement des messages, vous avez des blogs, vous avez des portfolios, vous faites des carnets de voyage. Bref, on peut dire aujourd'hui que la communication est un besoin essentiel et j'ai presque envie de dire qu'elle est plus essentielle, cette communication, que jamais, d'où l'importance de la maîtriser. Le problème, c'est que il y a un certain nombre de défis aujourd'hui qui se posent quand on parle de communication, notamment sur un plan interpersonnel. On voit bien que dans un contexte actuel, on se parle de moins en moins. C'est ce que j'appelle l'effet de bulle, l'effet d'enfermement. C'est une difficulté, et c'est une difficulté qui a des conséquences sur sur le moral des gens, que ce soit les étudiants, les professionnels, les personnes âgées. Cet isolement, cet effet de bulle est quelque chose qu'on doit surveiller de près et qui nous intéresse. Deuxième remarque, c'est que la majorité des contenus aujourd'hui qui sont disponibles, auxquels vous avez accès régulièrement, disons que sauf exception, sont des contenus plutôt faibles sur le fond. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit beaucoup d'opinions. Tout le monde aujourd'hui donne son opinion, tout le monde aurait quelque chose à dire, mais il y a plus d'opinions que de faits précis. Ça, c'est une première remarque. Une deuxième remarque, c'est de constater que malheureusement, sur la forme, sur la langue, le français, quand on regarde attentivement les messages qui circulent, bien souvent, ce sont des messages qui ont des problèmes, qui ne respectent pas les normes minimales d'un français de qualité. Et puis le troisième défi, je crois qu'il doit tous nous intéresser aujourd'hui, c'est la désinformation qui prend de plus en plus d'ampleur, qui gagne du terrain. On parle des fausses nouvelles, des fake news, mais on pourrait aussi mentionner les deepfakes, ces fameuses vidéos truquées
qui permettent de faire dire à des gens des choses qu'ils n'ont jamais dites. Et ça pose évidemment un problème sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan privé. Résultat des courses, face à tous ces défis aujourd'hui, on est en 2020-2021, eh bien, c'est que la société a plus que jamais, à mon avis, besoin de professionnels de la communication qui soient à la fois fiables, qu'on puisse croire, autrement dit, rigoureux, des gens qui vérifient tout ce qu'ils disent, et inventifs, parce que je crois que la communication est formidablement tournée vers l'avenir. Il y a tant et tant de choses qui restent à inventer dans ce domaine. Alors je dirais que si la communication vous intéresse, là vous écoutez une présentation, c'est parce qu'il y a peut-être un intérêt quelque part, eh bien ça tombe bien, vous êtes à la bonne place, parce que dans notre domaine, on a besoin d'une bonne relève, on a besoin de talents nouveaux. Ça ne veut pas dire que le passé, il faut l'oublier, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, la communication se doit d'être tournée vers l'avenir. Il reste beaucoup à inventer et donc on a besoin d'acteurs, d'actrices comme vous pour inventer des solutions nouvelles. Et puis les métiers de la communication, si ça vous intéresse, vous n'avez pas tout à fait tort et vous avez peut-être même parfaitement raison, ce sont des métiers d'avenir. On va avoir de plus en plus besoin de spécialistes bien formés dans le domaine de la communication. Ce sont des métiers de passion. On a du fun là-dedans. On ne s'ennuie jamais. Moi, ça fait 35 ans que je suis dans le domaine de la communication et chaque matin, quand je me lève, je suis content parce qu'il y a des défis à relever. On ne s'ennuie jamais. Il n'y a pas de routine et j'allais dire ça répond vraiment à des besoins d'être impliqué dans sa société, dans son environnement, dans son quartier. Passion. Et puis, je dirais qu'une des troisièmes caractéristiques de ces métiers de la communication, ce sont des métiers, des jobs d'une incroyable diversité, on va le voir, et qui peuvent répondre à tous les goûts. Ça peut répondre à des gens qui ont des goûts extravertis, qui parlent, qui sont très actifs. Ça peut aussi répondre à des gens plus discrets, plus réservés, qui aiment mieux les coulisses, qui aiment mieux la recherche, qui aiment mieux être derrière que devant la caméra, etc. Autrement dit, ce sont des métiers, je crois, qui ont de bonnes raisons de vous intéresser. On va essayer d'en parler de façon un petit peu plus précise. Alors, il y a au fond parmi les grands métiers de la communication, évidemment je simplifie parce que je n'ai pas le temps de développer dans le détail, mais disons qu'il y a trois grands métiers, le journalisme, les relations publiques et la publicité sociale. Je vais commencer par le journalisme, vous connaissez les médias, vous vous informez. La mission première donc des journalistes, c'est d'informer le public. Que se passe-t-il dans ma rue, dans mon quartier, dans ma ville, dans ma province, dans mon pays, dans le monde? Tous les citoyens, toutes les citoyennes ont besoin de savoir ce qui se passe. C'est un besoin là aussi essentiel. Deuxième grande mission des journalistes, c'est d'analyser et d'expliquer la complexité de l'actualité. C'est une forme de vulgarisation parce que, vous savez, j'aime bien prendre cette image de l'iceberg. Il y a toujours une partie visible, mais la partie principale de l'iceberg, elle est cachée, elle est sous les eaux. Et donc, les médias doivent s'intéresser aussi à ce qui se passe en dessous. C'est la complexité. Puis le troisième grand rôle des journalistes et des médias, ce sont on appelle ça les chiens de garde de la démocratie, face au pouvoir politique, face au pouvoir économique, et bien face aux lobbies qui font les groupes de pression, les médias doivent être comme attentifs à ce qu'il n'y ait pas de débordement, à ce qu'il n'y ait pas d'excès, à ce que le pouvoir ne prenne pas trop de place. Les relations publiques, un deuxième grand métier de la communication. Le premier objectif, c'est que les relationnistes sont chargés de faire la communication des organisations publiques, privées, associatives. Organisations publiques, par exemple, un ministère. Les ministères ont besoin de communiquer. Les entreprises privées, comme les caisses des jardins, le milieu coopératif, a des besoins de communication. Toutes les associations aujourd'hui doivent communiquer. Les clubs de sport doivent communiquer. Et donc, ça prend des communicateurs, des communicatrices qui soient capables de parler au nom des institutions. C'est très important. Une des deuxièmes tâches des relationnistes, c'est de faciliter le travail des médias et des journalistes. Autrement dit,
c'est d'aider les médias et les journalistes à avoir des informations les plus précises possibles sur les institutions, sur les organisations qu'ils représentent. Parce que les journalistes font du travail d'enquête par eux-mêmes, mais ils ont également besoin d'être nourris par des attachés de presse, des professionnels qui vont les aider, les guider, parfois même dans leur travail. Et puis les relationnistes, troisième rôle important, création et promouvoir des événements. Aujourd'hui, une institution, pour exister dans la société, a besoin d'être visible, et pour être visible, il faut créer toute une série d'événements que le public va pouvoir voir, regarder et se dire, tiens, cette institution est active, elle bouge, elle crée des événements. Troisième grand métier, je dirais, troisième grande branche de la communication publique, la publicité sociale. Je dis sociale par opposition à la publicité commerciale. Dans le département, chez nous, on s'intéresse beaucoup à ce qu'on appelle aussi le marketing social. Qu'est-ce que c'est? On a besoin de spécialistes, d'experts qui sont capables aujourd'hui de sonder les grandes tendances du moment, les grandes évolutions de la société, les évolutions par exemple des habitudes de consommation, etc. Donc observer, sonder la société. Deuxième grande tâche des responsables de la publicité sociale, c'est d'organiser des campagnes d'information pour essayer de changer les comportements. Je vais prendre juste un exemple. Boire ou conduire, il faut choisir. Quand on prend son véhicule, il est préférable de ne pas avoir consommé de l'alcool. Eh bien là, il y a tout un travail, je dirais, de promotion, d'explication, de sensibilisation pour convaincre les gens que leur comportement à risque doivent être modifiés pour éviter les problèmes. Et puis, les spécialistes de la publicité sociale font aussi la promotion de grandes causes. Grandes causes, par exemple, aujourd'hui, c'est des questions liées à la sécurité des gens. C'est lié, par exemple, à la question de la violence conjugale. C'est lié à la question du suicide. Comment éviter que des jeunes ou des moins jeunes soient tentés par des solutions radicales. Donc, c'est promouvoir la cause de grandes, je dirais, des causes sociales et des causes presque humanistes. Je voudrais prendre un exemple que tout le monde va vite comprendre, qui est lié à l'actualité, pour montrer comment ces trois grands métiers, les médias, les relationnistes et les publicitaires, interviennent. La Covid, je n'ai pas besoin de vous expliquer de quoi il s'agit, cette pandémie qui frappe toute la planète, eh bien, on voit à travers cet exemple précis que les métiers de la communication interviennent. Les médias nous informent sur l'évolution de la pandémie, sur les vaccins éventuellement qu'on aura la chance de pouvoir avoir dans les prochains mois, espérons-le. Les relationnistes doivent, pour leur part, organiser la communication des grands acteurs de la santé. Prenons le principal, le ministère de la Santé, en ce moment, doit absolument communiquer avec les citoyens et les citoyennes pour simplement expliquer ce qui se passe, quelles sont les mesures qui sont prises, la politique, etc. Et puis, les spécialistes et experts de la publicité sociale, pour leur part à eux, doivent inciter les gens à modifier leurs principaux comportements à risque pendant la pandémie. C'est le lavage des mains, c'est la distanciation sociale, c'est le fait d'éviter les réunions de grands groupes, etc. Donc, modifier des comportements compte tenu d'une situation très compliquée en ce moment. Alors, j'aime bien quand on me pose la question, ce qui arrive assez souvent, qu'est-ce qu'il faut comme qualité, qu'est-ce qu'il faut comme atout quand on veut se lancer dans les métiers de la communication. Je crois que le premier atout, la première qualité nécessaire, c'est d'aimer la langue, aimer sa langue. Au Québec, c'est le français, notre langue. Bien sûr que la connaissance de l'anglais et de l'espagnol et d'autres langues est importante, mais aimer sa langue, aimer écrire, aimer aussi parler, s'exprimer. Très important. Deuxième qualité essentielle, la curiosité. Être curieux des gens qui nous entourent et curieux du monde autour de nous.
et il n'y a pas besoin d'aller au bout du monde pour s'intéresser aux gens. Les gens, c'est dans notre environnement immédiat. Mais cette curiosité en communication est vraiment un élément, je crois, essentiel. Troisièmement, avoir un esprit critique, être capable, par rapport à tous les messages qui circulent, à tous les événements qui se produisent, capable, ou en tout cas aimer, prendre un peu de recul pour ne pas se laisser manipuler, ne pas répéter, ne pas renvoyer des messages sur la toile ou dans les médias sociaux sans avoir vérifié. Esprit critique. Autre qualité, bien entendu, une maîtrise des outils technologiques. On vit dans un monde numérique, l'intelligence artificielle, les algorithmes sont de plus en plus présents. On ne cherche pas à former des spécialistes ni des techniciens, mais on demande à nos étudiants au moins de s'y intéresser. Et là-dessus, je pense qu'on a beaucoup à apporter. Enfin, j'ai envie de dire, il faut être dynamique, créatif. La communication, c'est du mouvement. Faut avoir envie de bouger, faut avoir envie de s'exprimer. J'ai presque envie de dire qu'il faut avoir envie de changer le monde. C'est pour ça que ce sont des métiers de passion. Quelques mots sans trop aller dans les détails, mais sur la structure du programme. Dans notre département d'information et de communication, il y a plein de programmes. Il y a du premier cycle, du deuxième cycle à la maîtrise et du troisième cycle, c'est le doctorat. Vous voyez que le département couvre les 3 cycles. Nous, aujourd'hui, on s'intéresse surtout au baccalauréat en communication publique. Et le baccalauréat, je dirais, est construit sur les métiers de la communication avec une concentration en journalisme, en relations publiques et en publicité sociale. Et puis, il y a aussi possibilité d'avoir un parcours sans concentration. Pourquoi? Parce que vous êtes de plus en plus nombreux, et aujourd'hui, c'est la majorité des étudiants qui arrivent au bac et qui se disent « Oui, je ne sais pas encore exactement ce que je veux faire, peut-être du journalisme, mais la publicité. » Et donc, ce parcours sans concentration permet à celles et ceux qui le désirent de goûter, de toucher un petit peu à l'ensemble des disciplines et tranquillement se faire une idée sur ce qu'ils auront envie de faire plus tard lorsqu'ils seront sur le marché du travail. La majorité des étudiants du bac iront sur le marché du travail, mais de plus en plus d'étudiants s'intéressent aujourd'hui au deuxième cycle. On a des DESS, on a un certificat en journalisme, une maîtrise, etc. Et quelques-uns iront même jusqu'au doctorat, mais là, on n'y est pas encore. Vous avez encore un petit peu de temps. Autre information sur peut-être la structure du baccalauréat. Pour faire une histoire courte, un baccalauréat, ça se fait en 3 ans. 30 crédits par année, donc 3 fois 30, 90 crédits. En gros, la première année, c'est ce qu'on appelle le tronc commun. Tous les étudiants, quel que soit leur profil ou leurs aspirations, font les mêmes cours. Exemple, introduction à la communication, des cours d'histoire, des cours d'éthique, des cours sur le numérique, sur le multimédia, etc. Et puis ensuite, c'est le deuxième étage de la fusée, si j'ose dire, il y a des cours de concentration possibles. On en a parlé, journalisme, relations publiques, publicité. Ça représente une dizaine de cours. Il y a des cours à option possibles ou stages, puisque pendant le parcours du baccalauréat, certains étudiants décident d'aller faire un stage d'1 mois, de 2 mois, dans une entreprise, dans une agence de pub, dans une agence de relations publiques. C'est possible, à certaines conditions, mais c'est tout à fait possible. Et puis, il y a un troisième bloc sur votre droite qui s'appelle cours hors discipline. C'est que quand vous faites un bac en com public, vous avez aussi parfois des intérêts autres qui peuvent être en sciences politiques, en économie, en marketing, en administration, etc., etc. Vous avez le droit de prendre 5 cours, total 15 crédits, dans des disciplines autres que la communication, si cela vous intéresse. Quelque chose de très intéressant dans le cadre du bac en com public, ce sont les profils. Il y a 3 profils possibles, ce n'est pas une obligation, mais quelqu'un ou quelqu'une qui serait intéressé par l'international, par exemple, en choisissant le profil international, peut, par exemple, aller faire une session d'études à l'étranger. En ce moment, je travaille avec 2 étudiantes qui vont partir en Australie à l'automne prochain. Mais ça peut être le Danemark, ça peut être la France, ça peut être la Belgique, ça peut être la Suisse, etc. Donc, possibilité, avec le profil international, une session à l'étranger.
Possibilité aussi d'avoir un profil entrepreneurial, c'est-à-dire pendant une session, avoir des cours plus spécialisés pour éventuellement quelqu'un qui voudrait créer un média, une petite entreprise de presse, qui voudrait créer une agence de relations publiques ou de publicité. Eh bien, ça prend un certain nombre d'outils et de connaissances. C'est quoi un modèle d'affaires? Comment on se débrouille au départ pour lancer une entreprise, faire une étude de marché, etc. Le profil entrepreneurial peut répondre à ce besoin-là. Et le troisième et dernier profil possible, le développement durable. De plus en plus de gens, d'étudiants, s'intéressent à l'environnement, au développement durable. À l'Université Laval, le développement durable est une des priorités aussi de développement pour le futur. Possibilité d'avoir une session complètement consacrée au développement durable. J'enchaîne sur la diapo suivante. À côté des cours, à côté de tout ce que vous allez faire possiblement dans le cadre de vos études, il y a, et je crois que c'est une des forces aussi très importantes de notre formation, c'est la possibilité de s'impliquer concrètement dans des projets précis. Pour les étudiants en journalisme, on a un média école qui s'appelle l'Exemplaire, que vous retrouverez sur Internet, qui gagne d'ailleurs année après année des prix devant toutes les autres universités québécoises. L'Exemplaire, c'est un outil qui permet de diffuser des textes, des photos, des vidéos, etc. Et les étudiants en journalisme le font régulièrement. Nous avons, pour ceux qui s'intéressent aux relations publiques, une agence qui s'appelle Préambule, qui est une agence qui est là depuis de nombreuses années, et sous la supervision évidemment de professeurs, des étudiants répondent à des commandes, des vraies commandes, avec des vrais clients, des vrais budgets sur des opérations de relations publiques, que ce soit à Québec ou dans la province. Et puis, troisième lieu d'implication dans le concret, c'est ce qu'on a appelé l'atelier La Porte d'à côté, qui est aussi au sein du département. C'est un atelier créatif de publicité pour ceux et celles qui veulent inventer des concepts et les vendre. Et là aussi, c'est une structure qui marche très fort. Nous avons au département, parce que je crois que c'est essentiel, une association extrêmement, je dirais, dynamique, qui a plein de projets. Le conseil exécutif comporte 10 membres, vous voyez. Ça veut dire que c'est une grosse structure dont la mission numéro 1 est de défendre, bien entendu, les intérêts des étudiants et des étudiantes, mais également de permettre un dialogue permanent avec la direction. Et en clair, j'ai rencontré une première fois cette association, je vais la rencontrer la semaine prochaine, je la rencontrerai une troisième fois avant Noël, et donc ça nous permet, entre les étudiants et les formateurs, d'avoir des discussions sur tous les enjeux du moment, de régler éventuellement des questions et des problèmes, mais ce dialogue est essentiel. Et je terminerai en parlant de l'association pour parler des grands projets qui sont des projets annuellement, qui recommencent chaque année. Chaque année, l'association organise un salon des communications et des carrières au printemps où on invite des professionnels d'expérience à venir rencontrer les étudiants pour leur donner des tuyaux sur la façon d'orienter leur carrière. Les Jeux de la communication, c'est une compétition entre toutes les universités, tous les départements d'Infocom du Québec, aussi bien en journalisme qu'en relations publiques qu'en publicité. Ce sont des jeux, comme des Jeux olympiques, mais des Jeux de la communication. Et l'Université Laval s'est illustrée de très belle façon au cours des dernières années, en remportant plusieurs fois les Jeux de la com. Le Gala de la Relève, c'est un peu un grand événement qui vient conclure une année. Et là, c'est une soirée avec des grands invités aussi, des grands artistes, pour remettre des prix et des bourses aux étudiants les plus méritants. Quatrième projet, on l'a appelé Production culturelle. C'est un grand spectacle pour ceux qui sont un peu artistes dans le sang et qui aiment aller sur scène, créer du culturel, des spectacles, du show. Cette production culturelle aura lieu aussi cette année, au printemps. Et enfin, le défilé de mode, le fameux défilé de mode, parce que ça mobilise aussi beaucoup d'étudiants, qui organise un événement de A à Z,
l'organisation, la location des locaux. Cette année, ça va se passer dans le Vieux-Québec, près du manège militaire. Ça réunit parfois 800, 900, 1000 personnes qui viennent assister à ce défilé, et le défilé est complètement géré par les étudiants avec des créateurs de la région de Québec. Donc vous voyez, un espèce de dynamisme extraordinaire qui permet aux étudiants, à côté des cours, à côté des stages, d'aller se former sur de l'événementiel. J'en ai presque terminé. Pour dire simplement que si vous avez quelque part dans vos rêves, dans vos envies, dans vos projets, envie de décoder, de comprendre la complexité du monde de demain, le numérique, l'intelligence artificielle et toutes les évolutions de la société, bienvenue au département. Si vous souhaitez, bien entendu, maîtriser à la fois des stratégies et des techniques modernes de la communication, nous sommes là pour vous accompagner. Et puis, si vous désirez, bien entendu, vous impliquer dans des projets humains, concrets, stimulants, je pense que vous trouverez là aussi au département de quoi vous épanouir complètement. Merci de votre attention. Je sais qu'il y a une période de questions. Je voudrais juste conclure, Mélanie, en disant que ceux et celles qui m'écoutent, n'hésitez pas, vous avez mon courriel, thierry.wetlin@commercialcom.ulaval.ca. N'hésitez pas à m'écrire, je répondrai et je réponds à tous les courriels. Et si vous voulez plus de précisions sur tel ou tel aspect de la formation ou des projets que nous encadrons, eh bien, nous prendrons rendez-vous à distance sur Zoom, sur Teams ou peu importe, sur une plateforme qui nous permettra de discuter de vos envies, de votre parcours, de vos rêves pour les prochaines années. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Watson, pour cette belle présentation. Donc, je rappelle, pour la période des questions, 2 options s'offrent à vous. Vous pouvez utiliser le question-réponse en bas de l'écran et écrire votre question. Mais vous pouvez également, si vous le désirez, à côté de votre nom, lever la main. À ce moment-ci, on débloquera votre micro. Donc, j'ai une première question à vous poser. Quelle est la grande différence entre étudier en communication à Québec et à Montréal? Ok, alors Montréal, bon, c'est une grande ville, mais Québec aussi est une grande ville. Moi, je pense que d'abord, la spécificité de l'environnement général, la ville de Québec, moi je dis un peu à la blague, c'est pour parodier un ancien Premier ministre, c'est la plus meilleure place au monde, le Québec et la ville de Québec. Donc un environnement déjà extraordinaire, une ville extrêmement riche sur le plan culturel, avec des événements réguliers. C'est aussi là où se trouve le Parlement pour les étudiants qui s'intéressent au journalisme. On est quand même au cœur du pouvoir. Et je dirais que à Québec, bien sûr, on n'est pas le plus gros centre de formation, mais on a cette spécificité d'une forte proximité avec nos étudiants. Je crois que mes collègues dans l'ensemble du département, on a à cœur vraiment de suivre les étudiants et les parcours de façon individualisée. Moi, je travaille beaucoup, par exemple, sur les CV, sur les lettres de motivation, sur les sites personnels. Donc, ce suivi, je dirais que ça, c'est quelque chose qui, à Québec, à l'Université Laval, et en tout cas au département, est un vrai plus. Ça ne veut pas dire que les autres font moins bien le travail, mais qu'on a quand même, je crois, ce souci de proximité très fort avec nos étudiants, une vraie compétence professionnelle et une vraie compétence de chercheur très solide dans plein de domaines, et puis un environnement que je trouve quand même irremplaçable. Et donc, voilà, pourquoi venir étudier à Québec plutôt qu'à Montréal en communication. Merci beaucoup. Donc, nous avons une question d'une future étudiante. En fait, elle entre au certificat cet hiver en communication publique et elle se demande si c'est possible d'entrer dans le bac à l'automne. Et si elle a suivi des cours ailleurs en administration ou autre, est-ce qu'il y a une possibilité là, que ce soit reconnu et peut-être lui expliquer rapidement ce qu'elle doit faire? Alors, d'abord, peut-être que cette étudiante n'hésite pas à entrer en contact avec moi parce que chaque cas est toujours un petit peu particulier. Nous sommes accommodants. Bien sûr qu'il y a de la reconnaissance qu'on appelle d'acquis. Si vous avez fait une formation ou un début de formation ailleurs, nous examinons votre dossier. Nous nous organisons si vous êtes au certificat en communication, si vous commencez par le certificat, à un moment donné, si vous avez atteint un certain nombre d'objectifs,
et que la moyenne le permet, bien sûr que nous vous incitons à basculer sur le bac. Donc autrement dit, il n'y a pas une voie royale en communication, on peut commencer par le bac directement ou par le certificat et basculer sur le bac après. On essaye d'inscrire nos étudiants plutôt à l'automne, mais il y a encore des possibilités, des exceptions où on peut accueillir des étudiants à l'hiver. Bref, je vous suggère, en tout cas pour la personne qui pose la question, de ne pas hésiter à m'écrire votre dossier, votre cas sera étudié. Puis j'ai autour de moi en plus une équipe formidable d'agents de gestion des études qui connaissent ça par cœur. Et donc, nous trouverons des solutions pour vous accueillir. Vous serez la bienvenue. Merci beaucoup. Nous avons une autre question. Peut-être revenir effectivement sur un point, plus particulièrement sur les conditions d'admission. Est-ce qu'il y a une quotaire minimale pour être admis au programme et selon les concentrations, est-ce que ça change la quotaire ou c'est général au programme? Non, alors il faut des conditions. La cote R, elle varie, je dirais, en fonction des cas. En général, on tourne autour de 22, 23 de cote R, mais là aussi, je dirais, je ne veux pas trop entrer dans des détails parce que ça dépend aussi du dossier. Il peut y avoir des étudiants qui ont eu un peu un parcours difficile et puis qui décident d'aller à l'université, qui n'ont peut-être pas tout à fait toutes les conditions requises, mais qui sont motivés, alors qu'on peut admettre parfois même sous condition. Donc oui, effectivement, il y a quand même, on examine les dossiers, mais je dirais que de façon générale, en communication, on est assez généreux pour les admissions et encore une fois, en fonction de la motivation de la personne, on est capable d'accommoder la plupart des demandes. Bien entendu, il faut qu'il y ait des conditions minimales qui soient remplies. Et par exemple, sur la question du français, je vais donner un exemple très concret. Si quelqu'un a un peu de difficulté en français, tous nos étudiants passent un test quand ils arrivent. Il y a ceux qui réussissent le test et qui sont dispensés de cours correctifs. Ceux qui ont éventuellement quelques difficultés, on leur propose un cours de français crédité dans leur parcours pour améliorer leur niveau de français. Et ceux qui ont des grosses difficultés, on leur donne la possibilité de prendre un deuxième cours. Celui-là n'est pas contributoire, mais qui permet de régler des problèmes. Donc, vous voyez, même s'il y a des faiblesses, des lacunes ici ou là, on a développé un certain nombre d'outils, de méthodes pour vous permettre de réaliser vos rêves. Moi, je veux surtout pas bloquer quelqu'un qui est motivé. Je veux pas bloquer quelqu'un qui rêve d'être communicateur et qui va être empêché de le faire pour des raisons qui peuvent se régler. Et là-dessus, je pense que on a aussi une espèce de tradition d'attention individualisée au dossier et au parcours. Merci. On me pose une autre question. Est-ce qu'il est possible de s'impliquer dans les comités, comme par exemple l'Agence de relations publiques à partir de l'hiver? Donc, Daphné, je ne sais pas si vous pouvez soit débloquer votre micro ou m'écrire. Est-ce que peut-être vous spécifiez cette étudiante au programme ou si c'est vous, je crois, qui rentrez au certificat? Oui, c'est ça. Dans le fond, moi, je rentre au certificat à l'hiver. Puis, je voulais savoir si c'est ça, c'était possible de commencer à s'impliquer le plus rapidement possible. Oui, alors la réponse, non seulement, merci pour ta question. Ton prénom, c'est quoi? Daphné. Daphné, donc on se verra bientôt, j'imagine, à l'hiver. Oui, et non seulement c'est possible, mais c'est souhaitable. De toute façon, dès que vous arrivez au bac ou au certificat, on vous encourage, bien sûr, à réussir vos cours, à faire le max d'efforts pour qu'au niveau des cours, ça fonctionne bien. Mais on vous dit, parce que c'est important de vous impliquer, et donc si tu arrives un lundi au certificat en com, le mardi, tu pourrais être déjà intégré d'une façon ou d'une autre dans une agence de pub, préambule, ou l'agence, l'atelier créatif, ou même le média, l'exemplaire. Donc oui, ne t'inquiète pas, l'implication, ça peut commencer tout de suite. Merci beaucoup. De rien. Parfait, merci. Donc, j'aurais peut-être une dernière question. Est-ce que dans le programme de communication, il y a beaucoup de... Est-ce qu'on apprend à faire de la rédaction? Parce que souvent des métiers qui sont liés. Oui, alors il y a les cours, j'ai parlé du test de français, mais une fois que le test est réussi et que les cours correctifs sont faits, il y a beaucoup de cours de rédaction, des ateliers de rédaction, que ce soit en journalisme, en relations publiques ou en publicité sociale, c'est une dimension essentielle. Donc il y a des ateliers, beaucoup. Comment faire un communiqué de presse? Comment faire un slogan publicitaire? Comment faire une nouvelle journalistique? Et donc moi je vais donner l'exemple, je donne des cours de journalisme.
je passe énormément de temps sur les questions de la langue. Et je fais beaucoup de rappels, non seulement sur la grammaire, sur le vocabulaire, mais comment faire une phrase bien structurée, etc. Et les collègues dans tous les champs, dans toutes les disciplines, ont la même attention. Parce que effectivement, Mélanie, j'en parlais un peu dans les qualités requises, le français. Tous les métiers, même si vous voulez faire de la télévision, même si vous voulez faire de la vidéo publicitaire, même si c'est de l'image, tout commence par l'écrit, tout commence par la plume. Donc nous, là-dessus, on accorde une importance capitale à ces questions d'écriture et de rédaction. Et je peux vous dire qu'il y a des gens qui arrivent, des étudiants qui arrivent en première année, qui ont des lacunes. On ne les lâche pas jusqu'au bout et les progrès, parfois, sont spectaculaires, fantastiques. Donc oui, c'est une vraie préoccupation. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas s'il y avait encore des questions. Non, je ne vois plus de questions. Donc, je vais vous laisser le mot de la fin, M. Watson. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Merci Mélanie, puis merci à celles et ceux qui ont assisté à ce petit moment. J'ai été rapide, je ne pouvais pas développer. Ce que je veux vous dire, regardez, moi, j'ai toujours dit aux étudiants, soyez passionnés, allez chercher à atteindre vos rêves, que ce soit dans un des 3 domaines de la communication. Ne lâchez rien, n'écoutez pas ceux qui pourraient vous décourager. Parfois, il y a des gens qui ont un discours un peu pessimiste. Moi, c'est le contraire. Je dirais qu'on vit une époque formidable. C'est une époque compliquée, oui, c'est vrai, mais justement, il y a des défis incroyables aujourd'hui pour les 5, 10, 20 prochaines années. Et je crois que dans le domaine de la communication, nous avons, enfin plutôt, vous avez un rôle majeur à jouer en tant que citoyen d'abord, puis en tant que professionnel rigoureux. Aujourd'hui, on est dans une époque où il y a beaucoup d'amateurisme, de bricolage. Et ben nous, au département, notre objectif, je dirais notre obsession, c'est d'essayer de former des gens compétents, et qui, deuxièmement, vont trouver du plaisir, du fun, de la passion à faire ces métiers de la communication. Donc, je vous souhaite bonne chance. Et puis, regardez, j'espère qu'on aura l'occasion de se voir prochainement. N'hésitez pas, ma porte est toujours ouverte et ça commence par mon adresse courriel. Merci beaucoup et bonne chance dans vos projets.